Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de la rencontre tripartite d'hier au Grand Théâtre. Le Premier ministre Ousmane Sonko, en abordant la question relative aux revendications des syndicats, a soutenu que le gouvernement s'engage à travailler en collaboration avec toutes les centrales syndicats pour répondre à leurs préoccupations. Vous suivrez ces propos dans cette nouvelle édition du soir. Et puis en visite de chantier, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, s'est assuré que les ouvrages seront achevés avant l'hivernage, mais une occasion aussi pour finaliser avec les entreprises chargées du transfert d'eau douce dans la cité religieuse. Vous entendrez ces propos dans cette édition. Et puis reportage du jour qui dit Ramadan dit Ramadan dit vaisselle. À quelques jours de Jean, la rédaction de Global Télévision a fait un tour au marché pour tâter le pouls des ventes. Vous suivrez un reportage signé Ndella Ndiaye dans cette nouvelle édition du soir. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Je vous l'annonçais en titre lors de la rencontre tripartite tenue ce jeudi au Grand Théâtre National devant un large public composé de divers invités. Le Premier ministre Ousmane Sonko, abordant la question relative aux revendications des syndicats, a soutenu que le gouvernement est prêt à communiquer et à travailler en collaboration avec les centrales syndicales pour répondre à leurs préoccupations sociales, mais dans l'ordre du possible. Des propos recueillis par Mansour Diassé. Moi, comme discussion yi toujours dafay lalu ci lii laa bëgg ak lii laa mën. Les discussions entre les syndicats et les employeurs, que ce soit du public ou du privé, sont toujours basées sur des négociations entre ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. La situation financière du pays doit nous interpeller tous et on doit comprendre sa gravité. Notre taux d'endettement est presque à hauteur de 100% par rapport à notre PIB, alors que nous sommes un pays pauvre. Chaque mois, on doit rembourser cette dette. Alors, il nous faut un sursaut et pour ce faire, on doit privilégier l'intérêt du pays. Mais rassurez-vous, le dialogue social n'est pas seulement pour aujourd'hui. Cela va continuer et les discussions seront basées sur un langage de vérité. Personne ne doit avoir peur de la vérité. Maintenant, pour les revendications, on fera de notre mieux pour satisfaire les plus urgentes dans le court terme et d'autres dans le moyen terme. Un État ne peut pas et ne doit pas vivre au-dessus de ses moyens. Il faut qu'on fasse des efforts sur nous-mêmes. Restons dans le même sillage. Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Mody Guiro, a souligné hier devant le Premier ministre les accords signés non respectés et les licenciements notés dans les secteurs publics et parapublics. Il estime que l'État doit valider les accords et préserver les emplois afin d'apaiser le climat social. Il est toujours au micro de Mansour Diassé. En effet, le Sénégal est confronté aujourd'hui à une détérioration du climat social avec la naissance de plusieurs conflits dans bien des secteurs de l'éducation, enseignement supérieur, université, éducation, de la santé, du SEMES, du F2S, en passant par des entreprises du secteur privé, du secteur public et parapublic, du secteur de l'économie informelle des bases françaises au Sénégal, dans le secteur du bâtiment, des universités, etc. Partout, les travailleurs étalent leurs préoccupations. Il s'y ajoute les remises en cause des acquis sociaux par certains directeurs généraux qui, au lieu d'aller dans le sens de la promotion de l'emploi, foulent au pied la législation sociale en décidant unilatéralement de mettre au chômage des centaines de travailleurs, même sous des contrats à durée indéterminée. Cette situation s'explique par l'absence depuis quelque temps de concertation au niveau national qui aurait permis aux différents acteurs de définir une vision commune
cohérente et pertinente pour apaiser le climat social. Cette absence de dialogue et de concertation est en train d'annihiler tous les efforts consentis depuis plusieurs années pour construire des consensus forts, favorables à l'apaisement du climat social, ce qui multiplie les conflits au sein des entreprises, des établissements et des services et constitue un véritable handicap dans le processus de développement économique et social de notre pays. Et puis, dans le cadre du renforcement du tissu économique et du soutien aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux petites et moyennes industries, le Sénégal a officiellement lancé ce jeudi 27 février 2025 sa stratégie nationale de promotion et de développement national pour renforcer les PMI et les PME, une initiative qui s'inscrit dans la dynamique du nouveau référentiel, en croire Ibrahima Thiam, le secrétaire général d'État au développement des PMI et PME. L'objectif principal de cette stratégie est d'améliorer l'écosystème d'accompagnement et de favoriser l'émergence d'un cadre propice à la croissance et à la compétitivité des entreprises. Il est au micro d'Aïssa Touba. Des politiques publiques. Et l'idée et l'objectif qui est visé, c'est d'avoir une stratégie avec des plans d'action opérationnels pour l'entrée des PME et des PMI dans le cadre de leur accompagnement non financier et financier. Et aussi comme objectif de proposer des réformes opérationnelles dans le cadre législatif qui vont guider une bonne politique d'harmonisation des PME et des PMI. Donc pour nous, le défi, c'est de voir comment avoir un plan d'action qui va un peu interconnecter les différentes structures d'appui et d'encadrement, qui pour nous c'est un défi pour les rationaliser et aussi d'avoir une bonne approche en termes d'intervention et d'accompagnement au niveau des 8 pôles économiques comme objectif, qui va essayer de proposer des solutions sur le plan des réformes à proposer. Par exemple, je peux citer l'exemple de la loi d'orientation des PME et son décret d'application. Il y a le statut de l'entrepreneuriat qu'on est en train d'étudier. Il y a aussi l'accès au financement massif du projet qu'on pilote avec comme objectif 3 000 milliards d'ici l'horizon 2029. Mais pour réussir ces différents objectifs, il nous faut une stratégie opérationnelle avec des solutions très adaptées sur l'environnement et l'écosystème des structures d'appui d'encadrement qui est pour nous un défi à relever pour un bon système d'accompagnement des PME au niveau des 8 pôles territoires. Nous allons accompagner et promouvoir plus de création d'emplois, plus de création de PME. Et puis la Société des mines du Sénégal, SOMISEN, et l'École nationale supérieure des mines et de la géologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont procédé jeudi à une signature de convention stratégique. L'objectif principal étant de lier le monde académique de la géologie des mines à son monde professionnel. Un compte rendu signé Amsatou Gano. La cérémonie de signature de partenariat entre la SOMISEN et l'École nationale supérieure des mines et de la géologie marque une étape importante dans le domaine des ressources minières. Selon le DG de la SOMISEN, Ngagne Demba Touré, l'objectif principal de cette convention est de lier ces deux structures. L'enjeu principal de cette convention historique est de lier le monde académique de la géologie et des mines à son monde professionnel. Il s'agit de faire la transition de la science vers l'industrie, de l'école vers l'entreprise, mais de la théorie vers la pratique. L'École nationale supérieure des mines et de la géologie s'évertue à former des étudiants dans le domaine de la géologie, du pétrole, de l'hydrogéologie et de la géotechnique. Selon son DG, les forces des deux structures seront conjuguées pour l'atteinte des objectifs par la Société des mines du Sénégal. Aujourd'hui, en passant cet acte de signature, nous allons mutualiser nos efforts pour concrétiser cette action. À l'instar des autres pays, le Sénégal voudrait être un pays souverain dans plusieurs domaines, en l'occurrence dans celui de la mine, dont les ressources extractives sont souvent exportées vers des pays étrangers pour leur transformation. Selon Ngagne Demba Touré, cette volonté d'être souverain pourrait être compromise si l'État ne fait rien. L'ambition de souveraineté serait naturellement compromise si l'État ne se donne pas les moyens de bien connaître son potentiel géologique, de cartographier ses ressources et de promouvoir une exploitation de ces ressources orientées vers ses priorités économiques et dirigées vers ses intérêts stratégiques.
La signature de partenariat entre la Société des mines du Sénégal et l'École nationale supérieure des mines et de la géologie va certainement faciliter l'insertion professionnelle des étudiants en géologie et d'aller dans une souveraineté dans ce domaine. Les travaux d'assainissement à Touba progressent rapidement. Je vous l'annonce également en titre en visite de chantier. Ce jeudi 27 février, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a assuré que les ouvrages seront achevés avant l'hivernage. Par ailleurs, les entreprises chargées du transfert de l'eau douce à Touba finalisent les derniers ajustements en vue de démarrer des travaux. Cheikh Tidiane Dieye est au micro d'Adamaba depuis Touba Mbacké. Ça m'a permis de visiter un certain nombre de réalisations et d'ouvrages. J'ai commencé par la devanture de la mairie de Touba où des travaux étaient déjà en cours. J'ai accéléré et ces travaux seront terminés à bonne date, Inch'Allah, avant l'hivernage, pour permettre d'atteindre les objectifs que nous avons fixés sur ce site. Après quoi, je suis allé au bassin de Kerniang. Nous avions démarré la construction d'un second bassin. L'année dernière, nous avons eu des difficultés sur place parce que le bassin n'était pas très grand, évidemment. La capacité de pompage était un peu faible. Du coup, toute l'eau qui était à Touba ne pouvait pas être drainée vers Kerniang et repompée depuis là-bas. Donc, on a eu quelques blocages qui ont fait que cette année, nous avons anticipé. Et le second bassin en cours de construction sera livré au plus tard au début du mois de fin juin, en juillet, et pour que ce bassin puisse faire son travail correctement. Et finalement, Kerniang sera juste une zone de transit qui peut récupérer le maximum d'eau venant de Touba pour drainer cette eau vers Nguélémou, ensuite de Nguélémou allant vers Kelkab. Et j'ai été aussi à Nguélémou pour visiter les travaux en cours qui avancent très bien, le rythme est très bon, toutes les entreprises sont mobilisées. Et Inch'Allah aussi, les travaux seront livrés, le chantier, dans la fin du mois de juin et aussi courant de juillet, bien avant sans doute l'installation définitive de l'hivernage. Et de là-bas, l'exutoire le plus important de Touba, c'est Kerkab. J'ai été voir ce site qui sans doute sera notre solution définitive la plus grande parce que on a 60 hectares propriété de ONAS qui nous permettra de bâtir un bassin extrêmement important. Nous avons déjà réalisé sur 8 hectares le bassin que j'ai pu visiter. Un autre est en cours de démarrage avec 8 hectares également. Mais notre ambition, c'est de pouvoir aménager dans les années à venir la 60aine d'hectares de Kerkab pour en faire un lac artificiel. C'est ça notre ambition. Et puis, le nouveau commandant de la zone militaire numéro 4 regroupant les régions de Tamba et de Kédougou vient d'être installé par le SEMGA. Le général Mbaye Cissé, le colonel Simon Sarr s'engage ainsi à relever les défis sécuritaires, notamment le long de la Falémé. Il s'agira pour lui et ses hommes de mettre fin à l'exploitation illicite des minerais dans cette zone, la sécurisation des frontières en relation avec les pays voisins font aussi partie de ces chantiers. Écoutons le colonel Simon Sarr, le nouveau commandant de la zone militaire 4 au micro d'Amadou Diallo, notre envoyé spécial à Tambacounda. ñaari région ñoo ko composé ñaari région yoo xamante ne dañoo riche ci culture, riche également donc ci ay ressources naturelles maanaam ay or ay marbre et cetera et cetera. Donc si chantier yi nga xamante ne boole naa ko si benn bi mooy xeex exploitation bu jaaduwul donc si rivière Falémé bi nga xam bëri na or te fu mu toll nii ñu bëri ñu ngi koy polluer ndox bu ñu ko polluer doog mën a naan doog mën a utiliser ci leneen kon dinañ taxaw man ak ñi muy àndal ñëpp pour que loolu arrêté ñu mën a passer ci exploitation bu régulière bu normal comme ni ko njiit dëkk bi bëggee ak suñu njiitu militaire yi. ci wàllu frontière comme ni ngeen ko xamee ñun ñëpp frontière maanaam si diggante ñaari dëkk la lu mu tuuti tuuti ba ñett wala ñeent. Donc ñun fii ci zone militaire numéro 4 dañu jéem a liggéey ak armée ak yeneen force de défense et de sécurité yi nga xamante ne ñoo bokk ci yeneen dëkk voisin commencé nañ ko rafet na te dinañ ko continuer. Donc semaine bi jàll jotoon nañ def benn patrouille ak suñu dëkkandoo malien yi weer bi passé defoon nañ ko ak Mauritaniens, donc dinañ ko continuer. Et puis le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé à l'inauguration du musée
international du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et de la civilisation islamique ce jeudi 27 février à l'Esplanade entre le Grand Théâtre et le Musée des civilisations noires. La cérémonie a eu lieu en présence d'autorités diplomatiques, coutumières et religieuses. Selon le chef de l'État, ce monument retrace la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est au micro de Marem Salif Dia. Ce musée est une histoire au Sénégal qui nous enseigne les traces et la biographie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a inauguré le musée destiné au prophète, paix et salut sur lui, qui marquera l'histoire du Sénégal et reflétera aussi sa biographie. En plus, ce musée nous sera utile vis-à-vis de notre bon Dieu et nos prochains en tant que croyants. Une fois ouvert, si tu le visites, tu verras là où est né et grandi le prophète et de tous ses traversées jusqu'à sa disparition. Tu auras la maîtrise totale sur lui, d'autant plus qu'il était venu pour passer le message de Dieu. Ce musée est de la dernière génération. C'est pour cela, une fois le visiter, tu verras même la chambre du prophète. Comment ça a été? L'État du Sénégal formule de vifs remerciements au roi Salman de l'Arabie Saoudite, car ce sont eux qui ont donné l'instruction de construire le même musée qui est à la Médina, au Sénégal, en collaboration avec les autorités sénégalaises. Je demande aux Sénégalais de venir visiter ce musée, surtout à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. Et puis le Ramadan déclenche une course, voire une concurrence pour le renouvellement des vaisselles. Cette acquisition est à apporter une touche particulière au tressage des tables pour la rupture du jeûne à quelques jours du jeûne. La rédaction de Global Télévision est allée faire un tour au marché pour tâter le pouls des ventes. Les clients font des va-et-vient, mais les ventes disent toujours être sur leurs vendeurs, autant pour moi, disent toujours être sur leur faim. Les ventes se font à compte-gouttes. Un reportage signé Ndella Ndiaye. Quelques heures du Ramadan, le marché HLM de Dakar est bondé de monde. Des va-et-vient, des marchandages entre clients et vendeurs. Les vaisselles sont très prisées actuellement. Ces acquisitions aident à apporter une touche féminine au dressage des tables ou nattes pour la rupture du jeûne. Cette cliente rencontrée vient faire ses achats pour préparer le Ramadan avec des vaisselles neuves. Oui, comme d'habitude, chaque année, on renouvelle les vaisselles, les tasses, les nappes et consorts dans le but de faire plaisir à la famille. Côté nourriture, il n'y a pas de problème, mais chaque année, chaque personne aussi doit renouveler ses vaisselles. Selon ce vendeur, les produits sont déjà disponibles, mais les clients se font rares comparés aux années précédentes. Ici, on vend surtout des tasses et d'autres ustensiles. Mais cette année, vous savez, il y a la conjoncture, c'est pourquoi ça ne marche pas très bien. Hassan Gueye, ce vendeur, est revenu largement sur les nouveautés et la variété des prix. Nous vendons beaucoup d'ustensiles de cuisine, nous préparons le Ramadan. Ça se vend entre 25 000 et 30 000. Il y a toutes sortes d'ustensiles de cuisine ici, des tasses, des thermos qui sont ici pour préparer le Ramadan et pour faire un bon Ramadan. Donc, ils sont là et les marchandises sont là. Même si les dépenses pour les denrées de première nécessité passent devant l'acquisition des vaisselles en raison de la conjoncture économique difficile, celle-ci n'est pas laissée en rade, car bien dresser la table ou la natte fait partie de la touche féminine avec principal objectif de satisfaire son époux, nous avancent nos interlocuteurs. Merci Ndella Ndiaye. À présent, parlons de l'actualité hors de nos frontières. En République démocratique du Congo, un attentat meurtrier le 27 février à Bukavu a fait au moins 12 morts et 70 blessés lors d'un meeting de l'AFC M23. Et puis Volodymyr Zelensky est attendu à la Maison-Blanche ce vendredi pour discuter d'un accord sur les minerais. La synthèse de l'actualité internationale avec Mam Awassal. Guinée, Ibrahima Kassori Fofana, condamné à 5 ans de prison ferme. L'ancien premier ministre du président déchu, Alpha Condé, Ibrahima Fofana, a été condamné jeudi 27 février à 5 ans de prison ferme par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Il a été retenu coupable d'enrichissement illicite, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. L'ex-chef du gouvernement devrait aussi s'acquitter d'une amende de 220 000 €. Il risque de perdre une grande partie de son
patrimoine. En RDC, attentat meurtrier le 27 février à Bukavu. 2 explosions ont fait au moins 12 morts et 70 blessés hier lors d'un meeting de l'AFCM 23 à Bukavu. Le meeting a soudainement viré au drame. Corneille Nangaa venait de descendre de la tribune, annonçant la fin de son discours. À peine 2 minutes plus tard, une explosion retentit, provoquant une panique générale en pleine confusion. Une seconde explosion a détonné, amplifiant le chaos au sol. Les corps tombent et très vite, le nombre de victimes s'accumule. L'Union européenne envisage avec l'Inde un accord partenariat en matière de sécurité et de défense pour faire face à la nouvelle donne géopolitique mondiale, a annoncé ce vendredi la présidente de sa commission. Le président républicain, qui a rompu avec la politique de soutien à Kiev de son prédécesseur Joe Biden tout en rapprochant de Vladimir Poutine, accueille le président ukrainien ce vendredi à Washington. Les enjeux de la venue de Vladimir Zelensky sont toutefois bien au-delà des ressources minières dont le sol ukrainien regorge. L'Ukraine et l'Europe se sont alarmés du soutien rapprochement entre Trump et Vladimir Poutine, qui se sont longuement parlé le 12 février et qui ont lancé des négociations pour mettre fin à la guerre. Merci beaucoup, Maman Wassal. C'est cet élément qui met fin à cette nouvelle édition du soir. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Nous vous